Hello Jedi, comment tu vas? Extrêmement bien, merci François et toi? Ça va très bien. T'es où là? Dans Je suis ton chez chalet? moi, je suis dans mon chalet, comme À la toujours, montagne? à la montagne. Ok, cool. Bah écoute, juste avant de commencer, à tous les gens qui n'ont toujours pas drop cet épisode, allez liker, allez follow, mettez un commentaire sur YouTube, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Tous les épisodes où on vous demande et où vous le faites concrètement, eh ben, ils réussissent mieux. En gros, l'algorithme nous met en avant grâce à vous. Donc, faites-le, s'il vous plaît, Faites-le ça quoi. nous aide. Ouais. Vraiment, c'est ultra important. Et on va faire une intro propre un jour où on va vous le demander à Un tous les jour, coups et ouais. ça aura de la gueule. Et voilà. Bah, écoute, est-ce que tu as quelque chose à raconter en intro ou je peux te raconter une petite histoire? Tu peux me raconter une histoire? Moi j'aurais un gros sujet, enfin un gros sujet, un sujet, une nouvelle boîte là que j'ai découvert que j'aime vraiment bien. Et la façon dont elle s'est construite, c'est assez drôle. Mais vas-y, démarre avec une histoire si tu as une histoire pour mettre un peu l'ambiance. Donc, il y a 2 épisodes, on a parlé de l'île de la Rose. L'île de la Rose, c'est cette fameuse île artificielle qui a été construite par un ingénieur italien et qui avait commencé les démarches pour être reconnu comme un État-nation à part entière auprès de l'ONU, je pense. Et du coup, et qui a été détruite ensuite par l'armée italienne après quelques mois d'existence et de folie sur place. Il y avait plusieurs théories. Les gens apparemment faisaient c'était un casino illégal, une discothèque illégale, etc. Bref, c'était intéressant de voir que cette expérience a eu lieu. Et puis du coup, un des auditeurs du podcast m'a dit, bah, tu sais, c'est pas la seule expérience qu'il y a eu dans ce style-là. Des stations de perforation pour trouver du pétrole, etc. Il y a déjà eu pas mal de tentatives pour les réhabiliter et pour que les gens puissent y vivre, etc. Ça a toujours échoué. Mais par contre, il existe un bateau qui s'appelle MS The World, qui en fait consiste en 165 résidences que tu peux acheter et sur lesquelles sur lesquelles tu peux vivre tout au long de l'année. Il fait le tour du monde tout le temps. Tu peux opt-in, opt-out. Tu peux décider donc d'y vivre toute l'année ou pas. C'est une Mais croisière permanente. c'est une croisière à vie permanente où en gros, tu as accès sur place à des restaurants, à une discothèque, à un cours de tennis, et tu as ton petit appart avec la vue sur la mer, en fait. Et je trouvais ça extraordinaire. Je ne sais pas si c'est, une fois de plus, parce que je sais bien, il y a déjà des gens qui sont venus me trouver en commentaire sur Twitter, etc., en me disant, mais est-ce que c'est pas un petit peu déconné, toute cette histoire-là? Je ne sais pas si c'est une utopie ou une dystopie. En tout cas, savoir que des initiatives dans ce sens-là existent, moi, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Et du coup, j'ai un peu cherché, et en fait, ça remonte il y a très très longtemps, ces premières utopies, puisque Jules Verne, en 1895, a écrit un roman qui s'appelle L'île à Hélice, qui envisionne, en fait, je ne sais pas si envisionner, ça se dit en français, qui imagine une île de milliardaires millionnaires qui flotte avec des hélices en dessous à proximité de San Francisco. Et je trouve ça marrant de se dire que déjà à l'époque, les gens, et d'ailleurs on revient toujours à la même conclusion, il faut lire des vieux livres, puisque la plupart du temps, c'est la même histoire qui est réécrite depuis longtemps sous des formes différentes, et la première histoire est souvent bien intéressante. Euh, et donc voilà, en fait, c'est le principe de ce qu'on appelle le seasteading, qui consiste à essayer de construire des habitations en haute mer, donc dans des zones territoriales non étatiques, enfin du coup des zones qui ne sont pas territoriales, euh, pour tenter d'y construire des sociétés un peu parallèles. Et du coup, en cherchant, je suis tombé sur un projet, je ne sais pas s'il existe ou pas, en tout cas, il y a pas mal de fonds qui ont été levés, qui s'appelle donc le MS Satoshi, pour des mecs qui veulent créer un espèce de hub entrepreneurial à proximité des côtes, mais quand même en haute mer et donc dans des zones territoriales, je sais pas quoi, internationales, et qui s'appelle le MS Satoshi. Je trouve ça marrant de se dire que finalement, les mêmes idées, on les a tous au même moment, et finalement, on les poursuit tous d'une façon directe ou indirecte, mais je trouve ça marrant de se dire qu'il y a des initiatives dans ce sens-là. Et voilà, c'était la petite histoire en intro. Est-ce que toi, tu te verrais vivre sur un bateau tout au long de l'année?
qui fait le En tour du bateau, monde. c'est chaud, hein. Moi, j'avais vu un petit docu, c'est peut-être même ça dont tu parles, je sais pas trop. J'avais vu un docu de la croisière la plus grande au monde, où effectivement, tu as des centaines d'appartements, tu as même des suites de luxe avec des toboggans, avec plusieurs étages, et tu avais plusieurs piscines, terrains de tennis, comme tu as dit, des centres commerciaux, des restaurants, Mm. vraiment tout ce que tu voulais. Je sais pas si c'est de ça dont tu parles, mais c'est particulier, quoi. Je sais pas, Ouais. c'est Je trouve que particulier, tu vois. ça pue un peu quand même. Ouais, bah oui, en plus, si t'aimes un peu la nature, t'as pas de nature, peut-être ils vont te faire un jardin artificiel dedans, mais bon, Ouais. tu vois, je sais pas. Et ça me paraît bizarre quand même, tu vois. Pareil. Ça doit être une vie bizarre, un peu bizarre Je comme suis un vie. peu mal à l'aise, mais je trouve que l'initiative vaut la peine, en tout cas intellectuellement, de s'y intéresser. Et cette histoire de décorrélation progressive entre certaines sous-cultures, euh, des gens qui essayent de prendre leur indépendance par rapport aux États, je trouve ça intéressant. Maintenant, à voir si c'est juste un délire de vieux riches complètement crazy ou si c'est... Ouais, c'est ça que je me pose la ouais, question. Est-ce que c'est pas juste un truc de taré ouais. et bon, voilà, tu vois. Je sais pas, aucune idée. Mais bon, on verra. Voilà. Peut-être que des choses se feront dans le futur et on adhérera Ouais. un peu mieux. Nous, on est toujours sur notre tiny house. Toujours sur la tiny house. Ça, c'est déjà un peu plus safe, tu vois. Genre, c'est un peu plus rationnel, la tiny house. Euh, et j'écoutais récemment un épisode avec Tim Ferriss où il parlait un peu depuis le Covid, il a pris une maison au milieu de la nature et il s'oblige tous les jours à marcher plusieurs heures dans la nature et c'est vraiment une maison apparemment au fin fond des bois et pour pouvoir profiter. Donc, ce qu'il disait, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que tu dis, hein. Genre, je suis Hmm. totalement en train de partir autre chose, mais ça me faisait penser à ça. Euh, il expliquait, peut-être même que j'en ai déjà parlé, je sais pas trop, mais en gros, il expliquait que il avait du mal à rester à se vider le cerveau quand il était en nature. La réalité le rattrapait toujours et du coup il a trouvé une technique, c'est d'essayer d'apprendre la nature qui l'entoure et donc il s'est fait accompagner par un spécialiste de la nature, je sais pas quoi, pendant plusieurs jours. En fait, ce spécialiste lui expliquait chaque fleur, chaque plante, chaque animal qui se trouvait dans ce bois-là et du coup les bois dans lesquels il se balade tous les jours ne sont plus une inconnue et en fait il arrive à passer plusieurs heures dans ces bois-là, à en fait, tu vois, repérer la fleur que Hmm. le mec lui avait dit qui était une fleur, à repérer un nid de je sais pas quoi. Et en fait, c'est comme ça qu'il arrive à se détacher du monde un peu qui va un peu très véloce dans lequel il est au quotidien, en canalisant son attention sur en fait la nature qui l'entoure, vu que maintenant ben, il la comprend mieux. Tu vois. Je trouvais intéressant de faire cet exercice, d'essayer de comprendre la nature qui l'entoure et du coup de se focaliser là-dessus pour se détacher un peu de son quotidien. Je ne sais pas du tout pourquoi je t'ai parlé de ça. Je trouve ça super D'ailleurs, intéressant. d'ailleurs, Tim Vraiment. Ferriss, si vous aimez Tim Ferriss et que vous aimez le sujet des cryptos, récemment, Tim Ferriss, je ne sais pas si tu l'as vu, je crois que je te l'ai envoyé, a sorti un épisode, Tim Tim Kev Kev ou Kev Kev Tim Tim. C'est un épisode avec Kevin Rose, qui est un ami à lui de longue date, qui est un grand investisseur et qui est très, 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 très actif dans les crypto-monnaies, surtout dans les NFT, qui a un podcast là-dessus, qui a une newsletter là-dessus. Maintenant, il y a même un deuxième podcast dédié aux NFT. Il y avait un podcast qui s'appelle Modern Finance, qui était dédié aux crypto. Maintenant, il y en a un qui est dédié aux NFT et qui s'appelle proof.xyz, je crois. Mhm. Et ils ont fait un épisode de 2 heures où ils parlent au début, pas de crypto, ils parlent de santé, de remise en forme physique, ce genre de choses. Et, et après, alors, ils rentrent dans le sujet des cryptos, des NFT. Et c'est toujours très plaisant d'écouter Kevin Rose avec Tim Ferriss. J'adore, je sais pas pourquoi, quand je les écoute tous les deux, j'adorerais trop être dans la pièce, quoi. Genre, ce serait un vrai kiff, quoi, tu vois, ce serait un vrai, vrai kiff. Soit tu veux que je commence avec la boîte dont je t'ai parlé, ou enfin Vas-y, dont je vais te parler. vas-y. Ok, top. J'ai vu, et il y a quelques minutes, donc on est jeudi 26 août, et il y a quelques minutes, il y a justement un de leurs investisseurs qui vient de tweeter sur cette boîte-là. Je me suis dit, putain, ça tombe trop bien parce que je vais en parler. En gros, pour refaire la petite histoire, je vais vraiment la faire à la jeunesse de tout ça.
Serena Williams, qui est une grande tenniswoman, je ne sais pas si on dit ça comme ça, a en 2018 publié une photo sur son Instagram. Elle a beaucoup de followers sur Instagram, a publié une photo sur son Instagram avec une poupée qui était au sol. Euh, Tu dis oui parce que tu connais la boîte, Je me tu as rappelle. découvert Je me Tu te rappelle de rappelles cette de quoi? histoire. Je me rappelle De- que son mec aussi arrêtait pas de partager cette poupée sur tous les réseaux, son mec qui Ouais, a fondé c'est ça. Et Reddit. alors, c'est ça. Et du coup, Vas-y. elle avait une poupée qui était au sol et elle a juste fait une photo de cette poupée. Et ces dernières années, jusqu'en 2020, beaucoup de personnes lui envoyaient des messages en commentaire, surtout commentaires en mode mais elle est où la poupée? La poupée, elle avait un nom, elle s'appelait Kai Kai. Elle disait mais elle est où Kai Kai? Elle est où Kai Kai? Pourquoi on ne voit plus Kai Kai? Et en 2020, annonce sur le compte de Serena Williams, en fait, elle a fait faire un dessin animé à l'effigie de sa poupée. Donc, il y avait la poupée, elle a fait une photo où il y a la poupée, et à côté, ben, il y a une image fictive, enfin une image d'animé, où on voit la poupée dessinée en mode dessin animé. Et elle dit, ben voilà, Kai va avoir sa propre histoire, allez la suivre sur son Twitter. Et donc, le Twitter de Kai est né. Et c'est quoi Kai? Ben, en fait, c'est la transposition de la poupée en question en dessin animé. Et quand vous suivez le compte de Kai, ben, vous suivez la vie de Kai, quoi, la vie d'une petite poupée dans son monde, dans le monde réel pour le coup, parce que c'est en mode la petite poupée animée qui vit dans le monde réel. Toy Story, c'est un peu à la Toy Voilà, ok, Story, quoi. Tu vois, d'accord. le jouet, c'est vraiment Toy Story, c'est un peu le truc phare, enfin la référence phare. Cette histoire, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'est pas dit du jour au lendemain, vas-y, je vais faire un dessin animé. En fait, qui a créé cette fameuse Kai? C'est John Brannan, qui est un ancien exécutif de chez Snapchat, qui est en train de relancer une boîte qui s'appelle Invisible Universe, qui a levé 8 millions de dollars avec le fonds justement du fondateur de Reddit, qui est le mari en fait de Serena Williams. Il a aussi levé de l'argent avec Will Smith et plein d'autres célébrités, principalement que des célébrités. Et il a créé un concept qui est assez génial. En gros, il part du postulat où il se dit aujourd'hui, pour créer un dessin animé, ça coûte extrêmement cher. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une boîte de prod qui fait un pilote. Il envoie le pilote à une chaîne télé. La chaîne télé valide ou pas le pilote. Elle teste le pilote. Elle voit si le pilote fonctionne. Si il fonctionne, elle signe pour une série, pour une vraie saison. Le truc, c'est que ça coûte extrêmement cher à diffuser à la télé. Genre, c'est un investissement de la part de la boîte de prod. Et du coup, il s'est dit, euh, pourquoi on n'utiliserait pas les réseaux sociaux pour tester la viabilité de certains dessins animés? Parce qu'en fait, la création du héros d'un dessin animé, du protagoniste principal, ça ne coûte pas tant que ça. Et on peut le faire jouer dans son monde quelques épisodes vraiment très, 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 très courts, les mettre sur les réseaux sociaux et voir juste s'il y a un engouement par rapport à l'histoire, au storytelling qu'on donne et à l'univers qu'on y met et à la suite de l'histoire qu'on lui donne. Il va un peu plus loin que ça. Il s'est dit, pourquoi on n'utiliserait pas l'influence qu'ont les célébrités pour créer un dessin animé à leur effigie? Et du coup, l'idée a évolué. Il s'est dit, au lieu de faire un dessin animé à leur effigie, pourquoi on ne ferait pas un dessin animé, en tout cas un héros à chaque fois, un nouvel héros, qui vivrait dans la vie de la célébrité en question? Donc aujourd'hui, Kai, c'est quoi? C'est un compte Instagram avec une petite poupée qui vit avec Serena Williams, en fait. Donc tu vois plein de stories où tu vois Kai qui est dans le salon en train de regarder la télé avec Serena Williams, au tennis en train de jouer à Serena. Et du coup, ils ont commencé à créer plein d'autres petits bonhommes. Ils ont créé Squeaky et Roy, qui sont avec ça s'appelle comment, les sœurs Dalio? C'est les Dalio, je crois. C'est la meuf qui a le plus de followers sur TikTok. Tu vois, cheveux longs, cheveux noirs longs. C'est les Dalio, je crois. C'est ces deux sœurs. Elles étaient toutes au début de TikTok. Et en gros, une d'elles a le plus gros compte TikTok et maintenant elle passe sur tous les shows aux États-Unis, etc. Et du coup, Vraiment un boomer. ouais, mais pour le coup, si tu vois la tête, tu vois exactement de quoi. Je vais même essayer Vas-y, de te la je retrouver check. parce que c'est obligé que tu vas trouver. Le compte, peut-être que je vais plutôt te donner le compte Instagram en question avec les deux
espèces de poupées. En fait, c'est pas vraiment des poupées, c'est des mascottes. Voilà, les deux mascottes qui sont avec les sœurs. C'est Squeaky, donc S-W, j'ai juste, voilà, je vais rechercher en SW? même temps. Et, non, non, S-Q-U-E-A-K, donc Squeaky, avec un Y à la fin, donc S-Q-U-E-A-K-Y, and, A-N-D, Roy, R-O-Y. Ok, c'est Squeaky bon. and Roy. Et en fait, c'est deux mascottes, donc un petit ourson rose et un petit oiseau. Et en fait, ils vivent dans la famille des d'Amelio. Voilà, c'est les d'Amelio, pardon. Et clique, tu vois, dans la biographie, tu as, le truc d'Amelio, clique sur les d'Amelio. Tu vas Ouais. tomber sur un compte qui a presque 1 million d'abonnés. Et tu vois, les deux meufs là, bah, c'est elles, c'est des stars de Hmm. TikTok. Genre, et une des deux, la plus grande, c'est la meuf qui a le plus de followers sur TikTok au monde. Et en fait, maintenant, c'est carrément un show. C'est la famille d'Allieux. Donc, tu as le père, tu as la mère. C'est les Kardashians, quoi. C'est devenu les Kardashians. C'est devenu la même chose que les Kardashians. C'est-à-dire qu'à la base, tu avais les deux filles qui sont devenues des grosses stars. Et maintenant, bah, en fait, toute la famille est dedans. Et c'est devenu une vraie réalisation familiale ou to the moon, quoi. Et du coup, un des prototypes des deux mascottes, c'est Squeaky and Roy avec les sœurs d'Amélio. Mais tu vois la gueule un peu des bonhommes, c'est-à-dire c'est Ça vraiment me de fait la Toy penser Story. exactement à ça. La référence, c'est Toy Story. Ted. Tu vois, Ouais, Ted, Ted, voilà, Ted. c'est Ouais, la même voilà, chose. Ted. Ted. Ted, ouais, exactement. C'est Ted at scale, quoi. Exactement. Et du coup, ils en ont fait un autre qui est trop drôle aussi. C'est genre vraiment trop drôle. Avec Dani Salves, qui est un footballeur super connu au Brésil. C'est Crazy No. C'est un petit singe avec le maillot du Brésil. Mais genre, il est trop drôle. C'est Crazyno. Crazy No. NHO. Et c'est un petit singe qui en fait suit la vie de Dani Alves. Et vraiment, il le suit, quoi. Il le suit au stade, il le suit à l'entraînement, il le suit dans le jardin, il le suit dans sa salle de bain, en train de cuisiner. C'est vraiment la mascotte, quoi. C'est son Ted, exactement. Ted, c'est encore mieux que Toy Story, je pense. Mais ça, c'est très cool, c'est très fun. Mais là où l'idée est assez magique, c'est qu'en gros, ce mec-là qui a créé ça, qui est John Brannan, je ne sais pas si c'est une meuf ou un gars d'ailleurs, parce que je n'ai pas vu la photo, mais j'ai vu des photos d'une meuf et des photos d'un gars. Peut-être c'est deux cofondateurs, je ne sais pas trop. Mais en gros, il s'est dit, aujourd'hui, l'IP est d'un dessin animé. Pour pouvoir rendre un dessin animé viral et rentable, selon lui, à la télé, il faut entre 4 et 5 ans pour pouvoir créer une marque autour du dessin animé, de faire du merchandising, de capitaliser avec l'IP, de faire des partenariats avec des films, avec d'autres dessins animés, tu vois, de faire des crossovers, ce genre de choses, et d'être rentable pour ça, il faut une décennie. Et du coup, il s'est dit comment je peux réduire un maximum la rentabilité un nouveau dessin animé, c'est en faisant des petits prototypes et de les attacher à une célébrité. Et en fait, du coup, de capitaliser sur le levier d'audience que la célébrité pourrait avoir. C'est très malin, je trouve ça super smart. Il le fait avec deux, trois autres célébrités. Là, je vous ai donné deux, trois exemples, mais il en a fait une dizaine jusqu'à maintenant. Et ils font tous un carton. Sur TikTok, ça marche encore mieux. Alors là, j'ai donné les Instagram, mais il y a des TikTok de certains. C'est une dinguerie, quoi, le truc. Et du coup, il explique un peu le fonctionnement. C'est assez simple. C'est pas très simple, c'est pas très compliqué à produire. C'est ça surtout qu'il explique. C'est que c'est vraiment un jeu d'enfant pour eux. Il demande à la célébrité de faire une photo. Genre une photo dans. Là récemment, les sœurs d'Alio ont fait une photo de leur piscine ou même une vidéo, tu vois. Et eux, derrière, ils envoient ça à la prod. Et eux, derrière la prod, bah, tu vois, ils créent le bonhomme, ils le font interagir dans la photo, dans la vidéo. Et du coup, ils ne sont pas obligés de recréer un univers aussi où le bonhomme va jouer, parce qu'en fait, l'univers, c'est la réalité. Et du coup, ils sont nourris par le contenu que la célébrité leur donne. C'est super bien fait. Enfin, dans le sens, je trouve ça génial comme concept et je trouve ça génial comme façon comme approche en fait, de dire au lieu de réinventer tout de zéro, d'essayer de passer par une prod, par une prod à la télé, d'essayer de faire valider un premier prototype, de dépenser des milliers d'euros en marketing, de dépenser des milliers d'euros pour pouvoir être diffusé sur une chaîne télé, bah, je vais faire effet de levier avec une célébrité. Je ne connais pas le deal avec la célébrité en question. Je suppose que le deal doit être très juteux pour la célébrité en question.
Il doit y avoir certainement en mode si ça marche, tu gardes une grosse majorité de l'IP. Enfin, je suppose, tu vois, ça doit être un truc, ça doit être un no-brainer pour elle. Tu vois, ça doit être vraiment un no-brainer pour elle. Mais le mec a rien à perdre. Je veux dire, c'est des fast tests pour le moment, donc il a vraiment rien à perdre. Et je trouve ça trop malin. Je trouve ça trop malin et je trouve ça trop malin. Donc ouais, TED, c'est vraiment Et c'est l'exemple type quoi, J'ai TED. j'ai une remarque et une question. D'abord, la remarque, c'est celle qui est ultra enthousiaste, c'est de dire, tu te rappelles quand on avait parlé de Global Belly? C'est Ouais, ce Amazon ouais, concurrent, enfin l'Amazon pour les influenceurs, où en gros, quand tu es ouais, influenceur, tu peux créer une marque qui est 100% distribuée par ouais. Global Belly. Et eux, ils sont principalement sur la food. Donc, imaginons, vous voulez créer demain un gâteau particulier, le vendre à tout le monde. Vous allez pardon, sur Global Belly, contractualiser avec eux, et puis ensuite vendre votre gâteau à la même audience que tous les autres influenceurs qui ont choisi aussi de passer par Global Belly. Mais quelque part, je ne Il y sais pas avait les si restaurants aussi. Il y avait le fait de lancer des restaurants avec une agence exact, avec pour les restaurants. MrBeast, ouais. Et là, c'est des dessins animés, quoi, C'est la maintenant. même chose, sauf que directement, il n'y a aucun problème de monde réel et de physique. Donc, c'est ça qui est très, très fort. Ça peut scaler directement, ce truc. Donc, Mm, mm, mm. en fait, ils ont juste besoin quelque part d'un studio de- un peu concentré sur l'imagination et le dessin et la réalisation artistique qu'il y a derrière la création d'un petit bonhomme comme ça. Et le reste, en fait, c'est juste comment est-ce qu'on fait pour avoir le plus de stars qui un jour viennent vouloir faire leur petit bonhomme avec nous, parce qu'on va leur dire que si le bonhomme fonctionne, on va directement pouvoir embrayer et sortir des films, des dessins animés, des partenariats. Ce petit bonhomme, on va faire bah, à ce moment-là, il y a du physique qui intervient, mais on va faire des petits bonhommes à leur effigie, etc. Enfin, tu vois, Mm, mm, il y a mm, mm, mm. merchandising, etc. Ouais, Bref, je trouve ce ça qu'il veut super créer, fort. c'est le Pixar de l'Internet. Et donc, en gros, lui, Exact. ce qu'il avait créé, c'est refaire le monde de Pixar, mais 100% online. Et du coup, utiliser tous les leviers du online pour pouvoir créer un Pixar au lieu de le faire en 50 ans, de le faire en 5-10 ans, quoi. Je ne Et sais pas si vous, je ne l'ai pas ici devant moi, mais si vous regardez un peu Pixar, les revenus stream de Pixar, c'est insane. C'est une boîte qui fait des millions et des millions et des millions chaque année, mais genre, c'est vraiment insane comme boîte. Et donc, c'est un peu sa référence, c'est Pixar. ok, Ouais. d'accord. Et Donc, genre, il a envie de devenir le prochain Pixar, quoi. le Pixar 2.0, quoi. Mhm. Ok, d'accord, super intéressant. Et la remarque que j'avais, ou plutôt la question que j'avais, c'est, tu m'as dit, il faisait quoi avant le type qui a fait ça? Snapchat, bosser chez Snapchat. Ok, donc c'est un anon dans le domaine de Hollywood et des stars, etc. Bah alors, je ne sais pas si Parce c'est que vraiment un anon, parce que le je truc, me c'est demande que si ce genre de boîte, l'avantage concurrentiel réel que tu as quand tu la lances, c'est que tu as déjà des connexions avec des stars ou des bah, influenceurs sur si Instagram, t'as etc. bossé, si t'étais un exec chez Snapchat, tu connais des stars. Oui, donc c'est ça, oui. Ouais. C'est Non, oui, c'est pas. clair qu'accéder aux stars, c'est pas du tout facile. Et si tu y arrives, alors ici, je vais juste essayer de te retrouver le nom de la meuf. Voilà, la CEO. Ah non, c'est une meuf, c'est Tricia Biggio. Et alors, d'où sort le mec? Alors, d'où sort le mec? Il faudrait que je te retrouve d'où sort le mec. Euh, Pourquoi je t'ai donné le nom du type? J'étais sûr que c'était Parce ce que t'es un mec-là. misogyne. T'es un Non, non, misogyne. non, 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 non. Funded by former. Ah oui, donc non, 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 non. C'est exactement ça. Donc c'est le cofondateur, c'est John Brennan, qui est. Ouais, c'est ça. Je l'ai ici. John Brennan. Et en fait, il était Head of Sport Partnerships chez Snapchat pendant 4 ans. Et Ok, avant d'accord. ça, il Make bossait sense. chez Sales chez Twitter. Donc, il a bossé comme Sales chez Twitter, puis Head of Sports Partnerships chez Snapchat. Après, il a fait de l'angel investing et maintenant, il est sur Invisible Universe. Euh, Tu vois, là, il est en train de. Ça s'appelle comme ça s'appelle Invisible in Universe? Parce que t'as pas dit le nom, je pense. Ouais, ouais, c'est Invisible Universe, Ok. Et c'est quoi l'univers invisible. l'URL? Ils ont une URL? Euh, je pense, On je vais te le mettra, au trouver de pire, on mettra en suite. description. Je sais même pas s'il y a une URL, à vrai dire. Si, voilà. Bah, c'est invisibleuniverse.com. Ok. Le site te dit pas, le site te montre les premiers bonhommes qu'ils ont fait, About Us, un peu la presse, et c'est tout.
Genre, ça dit vraiment Ok. rien, quoi. C'est horrible, la ligne belge. Genre, ça dit que dalle. Mais bon, ils n'ont pas besoin de dire beaucoup, quoi. Voilà, ils disent le Pixar de l'Internet. Le Pixar de l'Internet, ouais. C'est C'est très marrant, malin. C'est très, 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 très malin. Mais vas-y, dis-moi. cette jonction entre on va créer un petit bonhomme, un TED, votre TED à vous, qui sera numérique, mais on va l'inclure dans votre vie de tous les jours. Ça fait une espèce de jonction entre le virtuel et la réalité qui est pas mal et qui est peut-être probablement un pont lancé une fois de plus. Tu te rappelles quand on avait parlé de Jenny aussi dans un des épisodes, qui fait des avatars 3D du coup Ouais. pour les stars, etc. Entre autres. Vous pouvez aussi en faire un vous-même sur la plateforme qui là, et du coup, est 100%, si je me rappelle bien, 100% digital. Mhm. Il n'y a pas cette notion et ce storytelling de on fait venir le petit bonhomme dans votre vie à vous. C'est Mhm, vraiment, mhm. il vit dans la métaverse, entre C'est guillemets, ça. quoi. Et C'est c'est super vraiment, les intéressant. histoires sont drôles, hein, parce que par exemple, dans les Damélio, je me suis amusé à regarder les trucs. Genre, à un moment, t'as les Damélio qui est avec ses doudous dans sa chambre, et genre, du coup, t'as le petit oiseau qui est pas content, et tu vois qu'il est pas du tout content et qui râle. Après, t'as les deux petits bonhommes qui vont faire des bêtises dans la maison, et t'as la mère des Damélio qui les crame en train de faire des conneries dans la cuisine. C'est vraiment, enfin, ils font partie de la famille, quoi. C'est des TED, quoi. C'est exactement ça. Et je vois exactement pourquoi les gens ont envie de regarder ça, quoi. C'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle. Mais si même moi, je regardais ça et j'ai zappé, j'ai bien aimé, j'imagine bien la fanbase des D'Amelio ça doit être des 14-25 max, principalement des femmes. Je comprends très bien pourquoi, tu vois, une petite fille adore les deux petits bonhommes en train de faire des Ouais, bêtises dans la connerie. maison des Ouais. D'Amelio, quoi. Enfin, c'est génial. Donc non, c'est trop malin. C'est trop Est-ce malin. que tu penses que c'est un concept qui est réplicable pour tout le monde? Genre, est-ce que toi et moi, on pourrait avoir pour FarmSpot un petit La dragon qui fait mascotte. la merde? Tu vois, une mascotte, ouais. Ouais, 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 si, Ce je pense phénomène que de la oui. mascotte. Quelque Ouais, part, je pense. tu vois, si tu réfléchis à l'ancienne, les stades de foot, même les petits clubs, etc., ils ont tous une mascotte aussi à la base, tu vois. Mm, mm, Donc, mm. est-ce que les gens moins populaires sur Internet, mais qui sont quand même très actifs, pourraient avoir leur petite mascotte? Est-ce que je me demande si c'est, opérationnellement parlant, si c'est difficile à faire, de faire un montage comme ça? Enfin, j'en sais rien, mais Ouais, je à sais pas, je voir. pense comme il y a quand même un gros taf de créa, en tout cas Hmm. d'imager la mascotte et après de la faire intervenir. Je pense qu'il y a quand même un sacré taf. Là, c'est juste que tu fais le levier avec les audiences existantes, quoi. Et c'est ça qui est fort, quoi. C'est tu fais le levier sur je sais plus combien les D'Amelio, elles ont genre 20 millions d'abonnés, je crois, sur D'Amelio TikTok. Je vais te dire ça de suite, tu vois. C'est Charlie D'Amelio, voilà. Elle a 123 millions d'abonnés sur TikTok. Easy. Bon, quand tu as 100 millions d'abonnés et que tu fais intervenir deux petites mascottes roses et bleues, là, je pense que ça va assez vite, quoi. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est très fort. Putain, ouais, il a 123 millions d'abonnés, mec. 9,8 milliards de likes. Donc, tu te rends compte qu'il y a presque l'équivalent de la planète entière, de chaque petit humain dans cette planète. Tu prends tous les petits humains dans cette planète, et c'est le même nombre qui a liké. Un peu plus. C'est beau ou c'est triste, je sais pas. C'est fort. Je sais pas C'est si c'est fort. beau ou c'est triste, mais c'est fort en tout cas. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Putain, c'est dingue. Je suis. Ouais. Euh, ok, ok. Est-ce que toi, tu as un truc que tu veux me faire Attends, deux découvrir secondes. juste. Vas-y, dis-moi. Juste pour terminer là-dessus, t'as trouvé ça comment? Un article sur Twitter. Tous les trucs que je trouve, c'est Twitter, Twitter. À chaque fois, là, c'est un article qui Ok. circulait, un mec qui avait partagé cet article. Et aujourd'hui, bah, Alexis de Reddit a repartagé cet article avec un message, avec le lien de la fondatrice. Donc, vous pourrez Hmm, aller voir, ok, d'accord. ça. Bon, allez, moi, si j'enchaîne, je vais te parler d'un truc beaucoup moins marrant, beaucoup moins entertaining. Quoique, c'est un truc que tu connais, ça s'appelle Diodin, diodin.com. Ouais, On l'a déjà brièvement mentionné dans un épisode. ouais. Et si j'ai envie de rentrer, je vais donner un peu de contexte et aussi parler du fondateur qui est une personnalité très particulière. Donc, Jenna et moi, on a fait le wagon ensemble. Et ensuite, après le wagon, on était tous les deux un peu fans de bioengineering, de biohacking, comme on dit aussi. Aussi. Ouais. Euh, et, euh, et donc, on avait regardé un petit peu les bootcamps qui existaient sur le biohacking. On avait vu qu'il y avait un bootcamp à Amsterdam, je pense que ça s'appelait le WAG, C'est ça, ouais. W-A-A-G, en gros, tu réapprenais les bases de la bio et puis ensuite, tu avais un petit kit de bioengineering et tu pouvais apprendre à utiliser CRISPR, etc.
pourquoi Amsterdam? À mon avis, parce que les Pays-Bas sont un des pays les moins regardants, en tout cas, sur les expériences un peu à côté, en Un marge de peu la underground, société. quoi. Ouais, Vachement voilà. underground. Et d'ailleurs, j'avais regardé un petit docu, et puis désolé, je te coupais, mais j'avais regardé un petit docu sur en Europe, les, euh, Les les gens qui font du hacking, ouais. bioengineering très underground et qui du coup doivent se cacher dans des caves parce Ouais, qu'ils font des trucs un peu chelous, quoi. Vas-y, ouais, vas-y. ça fait partie du sujet, puisqu'il y a plein de Ok. législations qui, au niveau, même aux États-Unis, en Europe aussi, qui empêchent en fait la modification génétique enfin de la plupart des éléments qui existent sur Terre. C'est considéré comme illégal. Du coup, Euh, quand on était dans cette petite phase d'exploration, on avait plein d'idées et on est tombé, je ne sais pas si c'est toi qui me l'as envoyé ou probablement que c'est toi qui me l'as envoyé, sur Josiah Zayner. Donc Josiah Zayner, c'est le fondateur de Diodin, c'est T-H-E, petite barre du milieu, Odin, O-D-I-N.com, euh, qui est un biohacker qui s'est auto-injecté CRISPR. Donc CRISPR, c'est un petit ciseau génétique qui permet de faire plein de choses, qui est pas du tout, enfin qui est quelque part qui n'est pas du tout testé. Et quand tu le fais à la Qui maison, a c'est un peu plutôt bizarre. utilisé CRISPR pour s'injecter Ouais, je sais plus ce qui un... s'est injecté exactement, C'était hein, mais pour je pense faire que c'était grossir sa pour masse ses muscles. musculaire, je Ouais, pense. c'est C'est ça. ça. C'est ça. Et à l'époque, il y a eu pas mal d'articles négatifs là-dessus, puisque c'était considéré comme un ultime franchissement en fait de cette barrière éthique de OK, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, jusqu'à quel point on peut aller en tant qu'humain dans notre modification, etc., de notre propre corps. Donc, il y a eu pas mal d'articles négatifs, et du coup, lui, il a build sa brand là-dessus. Alors, Joseph Steiner, c'est un type qui vient d'une famille pauvre, apparemment, en tout cas, c'est comme ça qu'il se décrit. Et dans son storytelling, c'est vraiment le contrarien par excellence qui, toute sa vie, a souffert, en fait, de cette espèce d'élitisme dans la science. Et du coup, son combat aujourd'hui, c'est vraiment d'amener la science partout où la science peut aller. Et du coup, il a créé ce Diodin qui, en fait, a commencé par vendre des kits de modification génétique, des kits de biologie, des petites, je ne sais plus comment on appelle ça, mais des C'est ça, petites poupettes là. c'est ça Donc, le truc. il vend tout le laboratoire nécessaire pour pouvoir faire un peu de biologie à la maison. Et il va même très loin puisque tu peux faire des trucs assez poussés avec ses services. Et par-dessus ça, il a aussi créé un cours, donc un cours de biologie et de biohacking qui vend, etc. Et en plus, là, récemment, il vient de terminer ce qui s'appelle, je ne me trompe pas, c'est Biohack de Planète. C'est un espèce de Netflix, enfin, comme une série Netflix pour le biohacking. Donc, il est très, 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 très fort en contenu. Sa brand, c'est il faut absolument arrêter l'élitisme en sciences, parce que tout le monde, en théorie, pourrait être un petit scientifique à la maison, un peu comme dans les années 80, 90. Les gens qui avaient un ordinateur et qui utilisaient concrètement l'ordinateur étaient très, 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 très minoritaires. Et il dit, en grosso modo, aujourd'hui, pour le bioengineering, c'est la même chose. C'est un petit groupe d'élus qui ont accès à des technologies qui finalement peuvent être faites à la maison. Un peu comme à l'époque, quand tu voulais aller voir sur ton ordinateur, tu avais un ordinateur au taf, un énorme truc que tout le monde faisait la file pour pouvoir utiliser. Eh ben, quelque part, aujourd'hui, tu as un ordinateur chez toi, tu pourrais demain avoir aussi ton laboratoire chez toi sur lequel tu peux engineer des trucs assez cool, assez marrants. Euh, et il est tellement fort en storytelling, je trouve, en tout cas. J'aime pas trop son storytelling à titre personnel, mais il est fort puisqu'il arrive à atteindre plein de gens, des gens comme moi, qu'il a réussi à être interviewé dans un livre qui s'appelle The Code Breaker, qui parle justement de ces limites biologiques que l'être humain est en train de repousser sans cesse, qui a été écrit par Walter Isaacson. C'est celui qui a écrit les livres sur Steve Jobs, sur Einstein, très, 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 très connu, un écrivain très connu et très lu. Son site web, aujourd'hui, il fait quand même 40 000 visites par mois. Et en regardant un petit peu les datas, etc., que j'ai pu trouver à gauche et à droite, sa boîte ferait plus ou moins 5-6 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc, c'est un truc qui est relativement rentable, qui fonctionne, en tout cas, qui tourne. Et son gros sujet à lui, aujourd'hui, c'est, OK, mes partenaires bancaires ou mes fournisseurs de paiement refusent, en fait, Mhm. de plus en plus catégoriquement de fournir des services à son site web ou à son business
parce qu'il est justement à la frontière entre la légalité sur plein de sujets. Et donc, c'est un vrai sujet pour lui de, OK, comment est-ce que je fais pour me faire payer aujourd'hui? Et je trouve ça super marrant de se dire qu'au XXIe siècle, il y a encore des gens, et pourtant il a l'air d'être carré, à mon avis, il s'est fait entourer par des avocats, etc. Si son truc fonctionne, c'est qu'il ne flirte pas non plus trop avec les limites, sinon il aurait été obligé de mettre la clé sous la porte. Mais c'est quand même marrant de se dire qu'en 2021, il y a toujours des gens qui ont du mal à se faire payer sur Internet parce qu'ils fournissent des services qui, éthiquement, peuvent être critiquables, en tout cas sont critiqués par une certaine partie de la population. Et je trouve ça super intéressant. Et j'avais complètement oublié ce type jusqu'à ce que récemment, il écrive un article dont on avait parlé tous les deux, mais qui a été unpublished, qui a été retiré de son site web depuis, où il explique qu'il a été Oui, invité par Peter putain, Thiel ouais, c'est vrai. sur une île privée au Canada. En gros, Peter Thiel est un milliardaire dans ouais, la Peter tech Thiel, extrêmement ouais, connu. Et, fondateur de PayPal et un contrarien aussi par excellence. Donc Peter Thiel organise apparemment régulièrement des petites soirées comme ça entre grands géants de la tech, où il invite des personnalités qu'il trouve intéressantes. Et un jour, quelqu'un a proposé à Josiah de se ramener sur cette île, et il est arrivé, il a pris un space cake, il s'est beurré la gueule apparemment, et du coup, il a dit, enfin, il explique dans son blog où il essaye d'être ultra transparent, mais à la rigueur, tu comprends que c'est son storytelling en disant ça, parce qu'il n'avait aucune raison, d'ailleurs, il a unpublish après, de raconter les coulisses de cette soirée. En tout cas, d'un point de vue stratégique, ça n'avait aucun sens, puisqu'il allait là-bas pour lever des fonds, en fait, et qu'après, vu qu'il n'a pas réussi à lever des fonds là-bas, mais qu'il se fait quand même quelques amis, il a raconté la soirée en mode, voilà, j'étais vraiment l'intrus parmi les mecs un peu relous, j'étais beaucoup trop défoncé, et donc j'ai fait des conneries. Et je trouve ça marrant parce que du coup, apparemment, on lui a envoyé une voiture, un VTC qui est venu le chercher, on l'a amené dans un aéroport, là, il a pris un avion privé pour arriver sur l'île et tout ça. Et c'est super marrant, c'est des trucs qu'on voit dans les films en théorie. Et lui, il a donné ces coulisses-là et j'avais bien rigolé en lisant l'article puisqu'il il dénonçait en même temps tous ces gens qui, selon lui, en tout cas, servent à rien, mais qui sont pleins de thunes et qui sont nuls, en fait, qui savent pas de quoi ils parlent euh, ou qui sont dépassés. Et des mecs comme lui qui n'ont rien à faire là-dedans, mais par contre qui font des trucs complètement hors normes quelque part. Et donc voilà, c'était l'histoire de Diodin. Je ne sais pas s'il y a des bootcamps de bioengineering et de biohacking ici en France. À mon avis, pas je tant que pense pas. ça. Mais moi, ce que j'avais beaucoup aimé, surtout avec ce mec-là, c'est que déjà, il a bossé à la NASA. Il était biologiste à la NASA. Et ça fait partie de son Ouais, storytelling aussi. C'était en mode je bosse à la NASA, etc. Et en fait, je me il suis a barré. beaucoup bombé avec du fait qu'en fait, il a amené CRISPR dans les mains de tout le monde. Parce que CRISPR est une technologie assez récente. Et qui, en plus, en 2020, là, a avancé encore plus. Et en fait, CRISPR a été pendant longtemps une technologie très controversée chez les généticiens. Il y en avait qui disaient que c'était de la merde. Il y en a d'autres qui disaient c'est bien, mais ça coûte trop cher et en fait c'est impossible. Et il y en a d'autres qui disaient non, CRISPR, c'est le futur. Et tu avais vraiment ces trois camps-là. C'est très drôle parce qu'une fois, je me suis retrouvé à une soirée où j'avais des généticiens avec moi et j'étais un peu bourré. Eux aussi, je leur ai dit les gars, je connais un truc, il y a un seul truc que je connais, c'est CRISPR. Vous connaissez? Et genre, ils étaient là, en mode, oui, on connaît CRISPR, évidemment, on en parle beaucoup depuis beaucoup d'années, et oui, évidemment qu'on connaît. Et tu avais vraiment les camps, tu avais une partie qui disait, ouais, shit, c'est de la merde, ça bug trop, CRISPR, c'est trop dangereux, en plus ça coûte super cher. Et tu avais les autres qui disaient, ah, vous savez, quand même, moi je ne mettrais pas de côté ce sujet-là. Et c'était vraiment deux camps, c'est très drôle. Et donc, ouais, il arrivait avec CRISPR, il l'a donné dans les mains des gens, il a dit, les gars, si vous voulez, vous pouvez rendre des grenouilles vivantes fluorescentes, quoi. Il a dit, je vous donne Ouais, c'est ça. la partie d'ADN de la méduse, c'était ça, hein, qui rend la méduse fluorescente, ou de la libellule, je ne sais plus trop. Je vous donne la partie d'ADN de ça, je vous donne une grenouille, et avec 3 coups de scalpel, vous pouvez rendre la grenouille toujours vivante, fluorescente. Et ils vendent le kit, quoi, c'est 400 balles. Et ça, c'était assez... wow, ok, c'est chaud, c'est incroyable. Et après, du coup, il y a même un documentaire Netflix sur lui. Je ne sais pas si tu l'as vu, enfin, pas que sur lui, mais sur le biohacking en général. Et du coup, lui, il vient à un moment donné dans l'épisode et il explique ce qu'il fait, sa boîte, pourquoi il a plein d'emmerdes, etc. Je ne sais pas si tu l'as vu ce docu. Tu l'as... Non, Ok. je pense Ben, pas. regarde-le, il est assez ouf. En gros, tu as 4-5 biohackers
de son niveau à lui, c'est-à-dire vraiment les mecs hyper underground que les grands détestent, mais que les mecs qui font leur taf. Et ils essayent des trucs, quoi. Genre, c'est des fous, c'est des génies fous. C'est ça le truc, c'est que ces mecs, c'est vraiment des génies fous, quoi. Ils testent des trucs. On sait pas trop si c'est des trucs bien, pas bien, mais ils testent, quoi. Et dans le documentaire, à un moment donné, tu as un mec qui est tombé fan c'est Zach, hein, c'est ça, ouais, de Zach. Josia. Et Josia, pardon, de Josia. Et il est devenu amoureux de ce mec-là. Il s'est dit, moi aussi, je vais me lancer là-dedans. Moi aussi, je vais faire du CRISPR. Et en gros, il essayait de modifier des trucs chez ses chiens. Et donc, il a plein de Doberman chez lui. Et il fait des saloperies avec ses Doberman. Et tu vois, le docu, ça va loin, quoi. Genre, il fait des trucs what the fuck avec ses Doberman, quoi. Donc, vraiment, ce docu, je te le conseille vraiment. Et, J'ai pas vu. et oui, récemment, du coup, ça a beaucoup. Il a fait beaucoup d'interventions dans plusieurs écoles aux États-Unis, dans de grandes écoles aux États-Unis. Euh, il y a de plus en plus, ce qui est cool, c'est que du coup, vu qu'il est très contrariant, bah, il y a toute la partie qui est avec lui, bah, qui est très avec lui, et donc qui l'invite à ses cours, et donc qui donne des cours dans des écoles aux États-Unis, et les enfants sont fous, quoi, quand ils voient ce qu'on peut faire. Et, ouais, il avait reçu des lettres de la Fed. Il avait reçu plein de trucs, genre des lettres hyper hardcore en mode les gars, on va tout vous couper, on va venir vous enlever tout ce que vous avez dans vos garages. Parce qu'en gros, c'est littéralement un garage. Je crois que c'est San Francisco et qu'il habite, c'est ça. Et c'est littéralement un garage où il a tout son matos dedans, sa cuisine, c'est son labo. Et c'est un peu le bordel, quoi, ce truc. Mais ça tourne, comme tu l'as dit, il a l'air de faire beaucoup d'argent en tout cas. Je sais pas si les chiffres que tu as mentionnés sont tels qu'ils sont, mais en tout cas, il a l'air de faire pas mal de thunes avec ça. Et ouais, donc j'avais vu un autre docu, toujours à ce moment-là où je m'intéressais à ce sujet-là, où tu voyais vraiment des mecs comme lui, donc des Josia. C'est Josia ou je sais jamais, mec. C'est toujours Josia. Josia, Josia. ouais, pardon. Qui sont hyper underground, qui se cachent et qui font des trucs encore plus hardcore que ce que le mec fait. Dans des fucking caves, genre dans des caves où genre il faut passer par 4 autres caves pour y accéder, et les mecs rentrent dans des putains de labos, ils sont cagoulés et ils font des expérimentations très 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 chelous. Il y avait même des histoires d'embryons rachetés dans des pays de l'Est pour faire des... Enfin, c'est hardcore, quoi. Ça, C'est le docu, en fait, il va un peu fucking loin, quoi. Il va un peu loin. c'est l'équivalent un petit peu. Alors, à l'époque du Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelait les alchimistes. C'est les gens qui pensaient qu'on pouvait, en chipotant dans la chimie et dans la. Oui, je pense que c'est là, du coup, ça tombe dans la chimie, physique, que tu pouvais en transformer n'importe quel métal en or, Mm. Ouais. en modifiant des trucs. Et donc, il y a eu toute cette mouvance d'alchimistes qui étaient en marge de la société. Et qui, en plus, la plupart du temps, étaient des docteurs qui existent, des professeurs, enfin des docteurs en médecine qui exerçaient de façon illégale et qui étaient chassés littéralement. Marguerite Yourcenar a écrit un livre très intéressant là-dessus, je ne me rappelle plus du titre, euh, où tu vois la vie en fait de ce type qui, euh, qui exerce la profession de médecin de façon illégale et en étant en complète opposition à l'Église et aux méthodes traditionnelles de médecine à l'époque qui étaient tout à fait arriérées, tu vois. Et donc, ces mecs-là étaient en avance. Les alchimistes, sur certains, même si c'était complètement fou sur le côté or, C'était timbré, quoi. Ils pouvaient pas transformer les trucs en or. Par contre, mais par contre, ils ont percé des secrets dans la médecine qui s'est devenue depuis la médecine traditionnelle, etc. Et du coup, en fait, j'imagine que c'est plus ou moins le même mouvement qui est en train de se passer. Et le fait que ce soit à la frontière, moi, je ne peux pas empêcher de me dire que c'est le futur. Et après, l'espèce d'autres réflexions qui me vient en tête, c'est de dire, OK, ça fait peut-être 10, 15 ans que ces gens-là, on le vend, enfin pas on le vend en poupe, mais que ce, ce mouvement underground, il existe. Il n'a pas encore été mainstream. Les gens ont toujours des problématiques par rapport à ça. Ça n'a pas été enfin, du coup, ça n'a pas été démocratisé. Euh, Tandis que Internet, etc., finalement, c'est allé beaucoup plus vite et de façon exponentielle. Tu vois, je vois pas comment ça pourrait être. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, c'est comme Internet ou c'est comme l'informatique dans les années 80-90, qui était réservée à une caste d'élus et maintenant, c'est pour tout le monde. Est-ce que ce sera la même chose ou pas pour le bioengineering? J'en sais rien. J'ai envie d'y croire et j'ai envie de me dire qu'en tout cas, un jour, je pourrais aller sur diodin.com vision nocturne, tu vois, et pouvoir télécharger un espèce de kit de vision nocturne qui dure pendant 30 jours
je me l'injecte, pouf, et la nuit, je peux voir, tu vois. T'imagines, est-ce qu'un monde qui ressemble à ça existera un jour? Peut-être, j'en sais rien. Ok, peut-être. Et ouais, et du coup, surtout, Diodine, la vision du fondateur de Diodine, c'est de dire une chose. Et ça rejoint peut-être même ce dont, et je ne sais pas s'il faudra demander à Chamat s'il est d'accord là-dessus, mais c'est simple, il se dit, oui, il y a plein de risques, que des gens fassent des conneries avec ça, même si, alors là, pour le coup, quand j'en parlais avec les professionnels dont je te parlais, ils me disaient, avec un CRISPR, tu peux pas faire de dinguerie non plus. Ce que tu peux faire, c'est, tu vois, par exemple, faire devenir une grenouille fluorescente. Ça paraît déjà fou dans la tête peut-être des gens qui nous écoutent, tu vois, mais then what, tu vois, tu peux pas non plus, tu peux pas créer le Covid, quoi. Genre, tu peux pas créer le Covid et l'injecter à tout le monde. Tu peux pas faire ça. Et non, non, mais c'est ça qu'il disait. Mais Et lui aussi, il le Josia, dit. pour le coup, Non, mais Josia, il a créé un vaccin Covid-19 qui s'est injecté à lui tout seul. Hein. Je sais pas si tu as vu un article, il a non, ça, passé un j'ai pas article vu. là-dessus. Ça, j'ai pas vu. Ça, Donc, j'ai pas vu. Ok, à mon avis, il y a moyen de mais, faire plus que ce qu'on pense. Mais en gros, ils disent, avec ces kits-là, tu peux pas faire de dinguerie. Si tu veux faire des dingueries, il faut que tu aies beaucoup plus loin, il faut du matos plus complexe. Et du coup, ces outils-là sont bien pour introduire en fait les gens et pour qu'ils s'intéressent au sujet. Et du coup, comme il dit lui, Josiah, c'est je préfère qu'il y ait des milliers, des milliers et des millions de personnes qui bidouillent avec ces outils-là, qui découvrent et qui peut-être se trouvent l'âme d'un chimiste, l'âme d'un biologiste, l'âme d'un chercheur, l'âme d'un aventurier, que de garder ça pour une élite, comme tu le dis, quoi. Et, euh, et il dit, au final, le positif rattrapera toujours le négatif que les gens peuvent faire avec ça. Et alors, moi, quand j'en parlais avec les personnes en question, ils me disaient, tu peux pas faire de dinguerie avec ça. Après, peut-être qu'il faut creuser plus loin. Tu vois, je suis pas un Ouais, je sais pas expert. non plus. Et j'imagine que les gens qui ont. Enfin, les gens qui étaient sur Internet dans les années 90 disaient non, tu peux pas faire non plus de dinguerie avec Internet. Et puis jusqu'au jour où il y a un petit jeune de 14 ans qui a hacké le site web du FBI, tu vois. Donc Ouais, ouais, j'imagine que probablement. Enfin, j'en sais rien. Mais voilà. Je me c'est vrai. mute à chaque fois parce que j'ai un voisin qui est un peu pénible et qui s'amuse à faire de la boxe sur son sac de Ok, boxe juste en dessous de chez moi. Donc je sais ok. pas si tu l'entends. Non, j'entends pas. Enfin, moi, Ok, pas en tout si cas. tu l'entends, fais-moi un petit signe et je me muterai. Donc voilà, c'était tout pour Diodin. Mais en tout cas, le personnage est intéressant. Vous pouvez l'ajouter sur Facebook, il accepte tout le monde. Ouais. Donc, et vous pourrez suivre Et son il parle avec activité. tout le monde. Ouais, J'ai une conversation gigantesque avec le mec et le mec il parle quoi. Il ouais, raconte sa life, il raconte tous ses problèmes. Genre il avait été bloqué je ne sais combien de fois par Facebook avec ses pubs et il te raconte le pourquoi du comment, machin truc. Il te fait des screens, il te fait des screens des emails que Facebook lui envoie. mm. Tranquille quoi. Ouais, Le ouais. mec. Il Il est est chill. open source. Open source, ce Ouais, garçon. jusqu'au bout quoi. Ouais, moi j'ai pas de sujet, mais donc si tu as un sujet, dis-moi. Mais si tu n'en as pas, c'est pas Euh, grave, hein, c'est déjà pas mal. Là, ça a presque une heure, mais si tu en as, dis-moi. c'est pas, ça fait moins d'une heure vu qu'on a parlé comme des. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais On n'est j'ai pas un petit obligé de. sujet, Dis-moi, mais je pense que je vais le garder pour une prochaine fois. J'espère tu que tu ne me peux. le voleras pas d'ici là, Tu peux. mais au pire, on en discutera. Donc voilà, ce sera pour la next time. Ok, ok, bah c'est bien. On n'est pas toujours obligé de faire des épisodes de plus d'une heure. On est libre. Je me souviens, Oui, les bien premiers sûr. épisodes duraient 30 minutes, je crois, un truc comme ça. Ou même pas, ou je sais plus, ils étaient très très courts parce que je pensais que Zoom le bloquait au bout d'un moment. Je sais pas Ouais, si tu te souviens. il y avait une rumeur ouais, Ouais, il y avait qui une n'a jamais rumeur. été Il vérifiée. a jamais été vérifié. Donc voilà, bon Écoute, bah c'était écoute, un c'était plaisir. un C'est plaisir. l'épisode 42. Écoute, c'est l'épisode 42. Je fais quand même un tout petit rappel. Commentez, likez, lâchez 5 étoiles sur l'Apple Podcast. Partagez au moins un ami qui pourrait kiffer ce podcast. Et on se voit dans l'épisode 43. Ok, Ciao, ciao. ciao. Maintenant, j'entends la boxe. Ah, voilà, tant mieux. À fond. Ciao.